Bonsoir, messieurs, dames. On va commencer. Alors, bienvenue et merci de vous être déplacés pour cette conférence qui est la dernière dans la saison. On fait par année scolaire. C'est le sixième depuis septembre dernier. Et c'est une série de conférences organisées conjointement par l'Association France-Grande-Bretagne qui existe depuis plus d'un siècle maintenant, depuis 1916, et qui a comme objectif d'améliorer les rapports entre le peuple britannique et le peuple français. Et nous avons son président quelque part dans la salle, André, quelque part, voilà. Euh, et, et le CRECIB, moi je suis le président du CRECIB. Le CRECIB, c'est le Centre des recherches en civilisation britannique, c'est-à-dire que c'est une organisation d'universitaires, aux 150, 200 universitaires, hein, des gens qui écrivent des articles, qui font des recherches sur tous les aspects de la société britannique et aussi des pays du Commonwealth. Donc, ça, c'est un peu qui nous sommes. Et alors, ce soir, puisque c'est le dernière date de l'année, on a organisé quelque chose un petit peu plus complexe. On verra comment ça marche. Alors, le thème de la soirée, donc, c'est le Pays de Galles. Et nous allons avoir tout d'abord une conférence, une cinquantaine de minutes de Stephanie Bory, que je vais présenter dans un instant. J'ai une liste de tout ce qu'elle a fait là, mais je vais pas tout dire. Et ensuite, on va faire une table ronde avec Owen Martel, qui est un romancier basé à Paris, que Marie-Elisabeth va présenter plus en détail tout à l'heure, et Kerry Davis, qui est la présidente du Parish Welsh Society ou du Welsh in Paris Society, ou les deux. Voilà. Donc, je suis très, très content de présenter Stephanie Bory, professeure donc à l'Université de Lyon 3. Voilà. Et alors, elle travaille depuis très longtemps sur le Pays de Galles et notamment, elle a publié un livre, L'éveil, en français, L'éveil du dragon gallois, le dragon gallois, euh, d'une assemblée à un parlement pour le Pays de Galles, qui traite de tout ce qui s'est passé depuis 97, les changements constitutionnels et aussi les effets sur l'identité. Elle a publié beaucoup d'autres éléments, très souvent sur le Pays de Galles, et j'avais noté que récemment, elle avait fait un article sur le renouveau identitaire gallois, et le titre de l'article, Cool Cymru. Alors, Cymru, Pays de Galles en gallois, donc pour remplacer Cool Bretagne, Cool Cymru. Aussi des articles sur l'écologisme au Pays de Galles et aussi sur différents aspects de la politique et de l'histoire du Pays de Galles. Je me rappelle qu'elle avait publié un article dans une revue que j'avais dirigée sur le rôle de la BBC dans la construction de l'identité galloise. Donc, je suis très content de pouvoir présenter mon ami et collègue Stephanie Bory, qui va nous parler donc sur le thème le Pays de Galles, petite nation aux grandes ambitions. Je vais lui laisser la place devant la caméra. Donc, merci John. C'est bon, je suis bien placée. Donc, merci John pour l'invitation. Enfin, merci à John et à l'Association France-Grande-Bretagne pour cette invitation aujourd'hui. Je suis toujours ravie de pouvoir parler du Pays de Galles, dont on ne parle pas si souvent. Donc, c'est une belle occasion qui m'est donnée aujourd'hui. Et donc, effectivement, le sujet, petite nation aux grandes ambitions. Voilà. Le Pays de Galles, qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants, est certainement la nation la moins connue en fait du Royaume-Uni, qui, je vous le rappelle, et surtout à la suite de la présentation de ma collègue Nathalie Duclos il y a quelques mois sur l'État multinational, donc le Royaume-Uni qui est un État composé de 4 nations, donc de l'Angleterre, vous voyez sur la... Pardon, j'ai l'habitude d'avoir le PowerPoint derrière moi pendant les cours des formations professionnelles. Donc là, c'est ici. Donc l'Angleterre, qui, comme vous le voyez sur cette carte, est évidemment l'unité dominante du Royaume-Uni, le siège du pouvoir central, mais aussi de l'Écosse, territoire réclamant son indépendance. Donc on en a plus parlé, y compris en France. De l'Irlande du Nord, tristement célèbre pour la période des troubles et pour son instabilité politique, et donc du Pays de Galles.
Je me suis permis aussi d'ajouter sur la diapo le drapeau du Royaume-Uni, simplement pour rappeler ou pour vous montrer qu'en fait, ce drapeau est la combinaison de plusieurs drapeaux, mais en fait, sur ce drapeau, on a le drapeau de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande, qui était à l'époque, hein, c'était l'ensemble de l'Irlande qui avait été uni à la Grande-Bretagne, mais absolument rien pour le Pays de Galles. En fait, sur le drapeau de l'Union britannique, du Royaume-Uni, le Pays de Galles est totalement absent. Et je pense que c'est un premier signe, si vous voulez, de son manque de visibilité et de reconnaissance. Il fut longtemps associé, le Pays de Galles. Alors, voilà, je vous ai remis une autre carte. Et puis, évidemment, ce dessin qui était un des dessins que j'avais utilisé pour mon ouvrage, dont John a parlé, donc qui est le dragon, hein, qui est le symbole du Pays de Galles, qui est quand même un peu plus sexy, si je puis me permettre, que le poireau, hein, donc dynamique. Et donc, le Pays de Galles plutôt invisible ou connu pour des stéréotypes, hein, qui lui ont longtemps été associés. Donc, la princesse de Galles, ancienne, nouvelle. Les mines, évidemment, également quelques grands sportifs. Donc certains reconnaîtront, certains qui s'intéressent au domaine du sport reconnaîtront les sportifs. Donc on a évidemment Gareth Bale, hein, joueur de football, et puis Geraint Thomas qui a quand même gagné le Tour de France en 2018. Et c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand même dans les médias français, certains journalistes se corrigent ou se font corriger quand ils les appellent des sportifs anglais, ils se font taper sur les doigts. Donc, ils ont tendance maintenant, ils disent britanniques ou parfois, soyons fous, gallois. Ils ont la bonne identité. Mais donc, vous voyez, pendant longtemps, cette méconnaissance ou une connaissance limitée à des stéréotypes. Et même si le site expat.com conseille cette destination pour une expatriation réussie. Hein, sur ce site, vous avez une liste de destinations dans lesquelles votre expatriation sera réussie. Le Pays de Galles figure en bonne position puisqu'il est présenté ainsi. Cette contrée située au Royaume-Uni est un véritable coffre au trésor pour tout étranger qui souhaite découvrir une identité, une culture et des traditions profondément enracinées en chaque habitant. La qualité de vie offerte par cette destination est épaulée par le coût de la vie relativement bas, quelle que soit la ville vers laquelle vous vous tournerez. Je ne suis pas convaincue que ce soit la première destination qui vienne à l'esprit des candidats à l'expatriation. En tout cas, peut-être pas les Français. Cependant, depuis la mise en place de l'Assemblée en 1998 à Cardiff, donc dans un premier temps une Assemblée dotée de pouvoirs législatifs secondaires, transformée depuis en Parlement au pouvoir législatif primaire, le Pays de Galles définit un projet économique, social et environnemental ambitieux afin de gagner en visibilité et de pouvoir se présenter comme un modèle à l'échelle européenne, voire mondiale. Et j'ai décidé de partir en fait aujourd'hui de ce paradoxe, d'où mon titre Petite Nation aux grandes ambitions. Donc ce paradoxe qui montre que le Pays de Galles a longtemps souffert depuis son annexion par l'Angleterre au XVIe siècle d'un manque de visibilité, avec une société dès le XVIe siècle et dès les accords d'union remodelée à l'image de la société anglaise, avec une langue reléguée au rang de langue du peuple et non de l'administration, si bien que, comme indiqué dans un texte de loi qui date du XVIIIe siècle, le terme Angleterre devait à l'avenir désigner aussi bien l'Angleterre que le Pays de Galles dans tout document officiel produit par les institutions britanniques. On retrouve cette même invisibilité dans l'édition de l'Encyclopædia Britannica publiée en 1888, dans laquelle on pouvait lire à l'entrée Wales, il était écrit For Wales, see England, pour le Pays de Galles, voire Angleterre. Mais ce n'est pas la même chose, en tout cas pas la même région. Plus récemment, pour vous donner des exemples plus récents, parce qu'on aurait pu se dire, oui, les exemples que je viens de vous donner du XVIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, mais qu'en est-il aujourd'hui?
Plus récemment, le Pays de Galles a été effacé d'une carte de l'Europe, vous l'avez sur la diapo, d'une carte de l'Europe publiée en octobre 2004 par Eurostat. C'était la couverture d'un rapport d'Eurostat. Donc, Eurostat, hein, c'est un organisme qui publie des statistiques sur l'Europe. Et donc, sur ce rapport, en couverture du rapport publié en octobre 2004, ne restait que la mer d'Irlande entre la frontière séparant le Pays de Galles et l'Angleterre et l'Irlande. Hein, vous voyez sur la carte, le Pays de Galles a été effacé. C'est quand même incroyable. Je ne sais même pas l'origine de cette carte. C'est impossible. Ça n'existe pas. Et c'était pourtant la couverture donc, de ce rapport, ce qui avait fait dire à l'époque à la BBC sur son site Where is Wales? Well, it used to be between England and Ireland. Hein, où est le Pays de Galles? Bon, il se situait jadis entre l'Angleterre et l'Irlande, hein, sans commentaire. Encore plus récemment, l'ancien président américain, peut-être le futur, Donald Trump, qui tweetait en juin 2019 qu'il avait rencontré la reine d'Angleterre et vous avez son And the Prince of Wales. Voilà. Donc, c'était un tweet qu'il avait publié en juin 2019. Là aussi, cela se passe de commentaires. Donc, j'ai quand même traduit hein, pour les non-anglophones, mais comme vous avez tous ri, vous avez compris hein, qu'il avait rencontré non pas le prince de Galles, mais le prince des baleines. Donc, bon, c'était Donald Trump. Voilà. Et pourtant, donc, je vous ai parlé d'un paradoxe, et pourtant, à l'occasion d'une visite en avril 2016 au Pays de Galles, Nikhil Seth, qui est donc qui est à la tête du programme, le responsable du programme de développement des Nations Unies pour le développement durable, déclarait, donc c'était à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une loi votée par le Parlement gallois, dont je vous parlerai un peu plus en détail, qui est le Well-being of Future Generations, WELS Act, donc voté en 2015, donc la loi sur le bien-être des générations futures au Pays de Galles. Donc, à l'occasion de l'entrée en vigueur de cette loi, Nikhil Seth, en visite au Pays de Galles, déclarait « Nous espérons que ce que le Pays de Galles fait aujourd'hui, le monde le fera demain. L'action, plus que les mots, donne espoir à nos générations actuelles et futures. » Donc, ça veut dire que cette petite nation que je vous ai présentée jusque-là comme invisible dans de nombreux cas était alors présentée comme un modèle à suivre dans le monde entier. Donc, comment expliquer un tel paradoxe? C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement les institutions qui ont été mises en place depuis 1998 au Pays de Galles, institutions dotées d'objectifs ambitieux pour une petite nation telle que le Pays de Galles, petite en taille et donc, je vous ai dit, en importance. Alors, la création de l'Assemblée nationale pour le Pays de Galles en 1998, donc le gouvernement de Tony Blair, fraîchement élu en mai avec une très large majorité en mai 1997, avait annoncé qu'il souhaitait mettre en place la dévolution, c'est-à-dire accorder des pouvoirs au Pays de Galles et à l'Écosse. S'il gagnait les élections, hein, le Parti travailliste de Tony Blair l'avait annoncé dès la publication de son manifeste pendant la campagne pour les élections. Et donc, profitant de sa vague de popularité à la suite de son écrasante victoire, il lance très vite cette idée de dévolution, publiant un projet de loi dans les semaines qui suivent et organisant dès le mois de septembre un référendum sur cette question de la dévolution. Les Gallois se rendent au bureau de vote le 18 septembre, une semaine après l'Écosse, pour que l'Écosse leur donne la bonne idée de voter en faveur de la dévolution, puisque le projet était soutenu à une bien plus large majorité en Écosse qu'au Pays de Galles à l'époque. Et donc, le 18 septembre, la dévolution l'emporte, mais à une faible, très courte majorité, seulement quelques milliers de voix d'écart entre le oui et le non. Donc, très rapidement, le gouvernement présente un projet de loi qui est ensuite voté, qui reçoit l'assentiment royal en juillet 1998, donc le Government of Wales Act 1998, qui
propose une dévolution assez limitée, finalement, dans un premier temps, au Pays de Galles. Donc, une Assemblée nationale avec des pouvoirs limités, pouvoirs législatifs secondaires, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais des pouvoirs particulièrement limités. Au fur et à mesure des années, ce que j'essaie d'expliquer dans mon ouvrage que j'ai publié il y a quelques années, cette dévolution a été élargie par le vote de plusieurs lois au Parlement britannique, ce qui fait qu'aujourd'hui, au Pays de Galles, on a un vrai Parlement au pouvoir législatif primaire, donc le Parlement gallois. Le terme le plus utilisé, c'est Senedd, d'accord, qui signifie en gallois Parlement, avec un pouvoir donc législatif primaire et des pouvoirs fiscaux. Mais j'aimerais quand même insister sur cette première loi, sur la loi originelle, parce que cette première loi de 1998, elle définit les grands axes de la politique que la future Assemblée devra appliquer. Et cette première loi, elle est composée de plusieurs parties. Une première partie simplement intitulée The National Assembly for Wales, qui établit de façon claire la nouvelle Assemblée pour le Pays de Galles, en lui donnant deux noms, un nom en anglais et un nom en gallois, ce qui montre bien que le bilinguisme sera une règle pour cette nouvelle Assemblée. Et puis, elle est présentée comme un organe ouvert, enclin au partenariat. En outre, cette loi définit les trois piliers du projet gouvernemental qui sera mis en place, l'inclusion sociale, l'égalité des chances et le développement durable par l'article 121. Je le cite, l'Assemblée élaborera un programme indiquant comment elle se propose, dans l'exercice de ses fonctions, de promouvoir le développement durable. Je sais qu'aujourd'hui, en 2024, cette obligation peut vous paraître anodine. La France, depuis, a rejoint le Pays de Galles en incorporant dans sa propre constitution le principe du développement durable, mais elle l'a fait après. C'est-à-dire que le Pays de Galles, en 1998, était l'une des premières nations au monde à s'obliger, si vous voulez, à avoir cette obligation de respecter le principe de développement durable dans ses décisions. Une double obligation, un programme, elle avait obligation de publier un programme de 4 ans, qui était une mandature à l'époque, donc c'est un engagement sur 4 ans, et double obligation, deuxième obligation, publier un rapport annuel sur l'avancée de l'application d'un tel programme. Donc, une démarche absolument novatrice à l'époque. Et à la lecture des différents textes publiés par l'Assemblée, il apparaît que celle-ci, dans ses premières années, a choisi d'entreprendre la mise en œuvre d'un projet ambitieux, la création d'une nouvelle société caractérisée par la néo-ruralité, fondée sur une économie moderne, reposant sur le tourisme, les technologies nouvelles, le développement durable, afin d'affirmer la singularité galloise. C'est-à-dire la définition de ce projet moderne devait lui permettre de se différencier du reste du Royaume-Uni et donc d'affirmer son identité spécifique. Le développement durable devient alors un véritable projet de société. Et selon Phil Williams, qui était membre de l'Assemblée, en juin 2002, lors d'une conférence organisée en Allemagne, il expliquait, je le cite, « Dans une petite nation oubliée comme le Pays de Galles », vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous souffrons d'un réel complexe d'infériorité et nous nous vantons souvent sans fondement que notre rôle est de diriger le monde. L'un de mes amis poètes pense que c'est dû au souvenir de Magnus Maximus qui est parti du Pays de Galles et a fini empereur de Rome au nord des Alpes. Mais qui sait, si nous avons la moindre possibilité de laisser notre marque comme petite nation, d'où mon titre, cela doit être en tant que nation verte et nation qui prend son engagement en faveur du développement durable très au sérieux. Donc, vous voyez, en 2002, il expliquait que si le Pays de Galles voulait devenir un modèle, voulait être visible, vu, reconnu sur la scène britannique dans un premier temps, mais aussi européenne, voire mondiale, il fallait l'être en tant que nation verte et nation soucieuse de promouvoir le développement durable.
Dès 1998, le Pays de Galles a cherché à mettre en place un modèle de gouvernance différent du modèle alors en vigueur à Londres, du modèle britannique connu depuis plusieurs siècles. Et lorsqu'il évoquait dès septembre 1997 la future Assemblée, Ron Davies, qui était alors secrétaire d'État pour le Pays de Galles, expliquait qu'il en avait une vision très précise de cette nouvelle Assemblée, une nouvelle institution qui non seulement annoncera l'arrivée d'un nouveau style politique plus démocratique qui convient mieux aux besoins et au caractère gallois, mais aussi obligera la machine gouvernementale galloise à s'ouvrir au regard du public et à lui rendre des comptes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller à Cardiff ou qui auront la chance d'aller à Cardiff prochainement, si vous vous rendez sur le site du Parlement, si vous allez visiter le bâtiment qui a été construit depuis l'introduction de la dévolution par l'architecte Richard Rogers, vous verrez que c'est un bâtiment en verre, essentiellement en verre, très transparent, qui est censé refléter cette volonté d'ouverture au peuple gallois, contrairement au Parlement britannique, dans un bâtiment ancien, fermé au public. Et Roger Morgan, qui devient Premier ministre gallois en 2000, insiste sur sa volonté de mettre en place un modèle différent du modèle connu sous le nom de modèle de Westminster, qui est le modèle existant à Londres. Comme l'illustre la forme de la chambre des débats, c'est la photo que vous avez en haut à gauche, où vous voyez, contrairement, si vous avez déjà vu des images de la Chambre des communes à Londres, Chambre des communes où on a deux partis qui se font face, enfin plusieurs partis, mais la majorité, le parti du gouvernement et l'opposition qui se font face dans un modèle adversarial, comme on dit. On voit bien que au Parlement gallois, assemblée aujourd'hui Parlement, on a une forme en fer à cheval, comme à l'Assemblée nationale en France, pour refléter une diversité d'opinions. Donc on le voit dans le lieu lui-même, dans le mode de scrutin qui comporte une partie de proportionnel, un scrutin proportionnel, pour aussi donner plus de voix aux petits partis, et dans les nombreux partenariats mis en place. La scène politique galloise est dominée par un parti majoritaire, le Parti travailliste. Il faut savoir qu'au Pays de Galles, le Parti travailliste a remporté toutes les élections sans exception depuis 1922. Et depuis l'introduction de la dévolution, le Parti travailliste s'est dévolu également, si je puis dire, est devenu le Welsh Labour, le Parti travailliste gallois, qui cherche à affirmer sa différence avec le Parti britannique, le Parti travailliste britannique. Et donc là, je vous ai mis des photos des trois principaux premiers ministres gallois depuis la dévolution. J'ai oublié le premier qui n'a pas laissé un souvenir bon, je ne vais même pas donner son nom, il n'est resté que quelques mois avant de vite être mis dehors, parce que personne n'en voulait. Il avait été un peu imposé par Londres, mais depuis, on a eu trois premiers ministres qui ont marqué par leur longévité et ce qui permet d'avoir un système politique stable au Pays de Galles, tous membres du Parti travailliste et tous parlant gallois. Donc voilà, vous avez Roger Morgan de 2000 à 2009, Carwyn Jones de 2009 à 2018 et depuis 2018, Mark Drakeford, encore pour quelques jours, si je puis dire, puisqu'il a annoncé son départ. Mais donc, on va dire que ces trois premiers ministres ont permis d'avoir une forme de continuité dans le système politique gallois et la scène politique galloise. Petite nation aux projets ambitieux. Pour vous montrer ces projets ambitieux, je vais dans un deuxième temps vous présenter quelques lois phares. Je vais prendre quelques exemples, vous voyez, de politiques mises en place spécifiquement au Pays de Galles grâce à la dévolution depuis 1998. Puisque dès ses débuts, l'Assemblée met en place des politiques innovantes en matière de, je vous ai dit, l'obligation de promouvoir le développement durable, donc en matière de gestion des déchets, de recyclage, de production agricole, en faisant la promotion de l'agriculture biologique, de l'écotourisme, etc. Mais j'aimerais porter mon attention plus précisément sur quelques lois. Après l'obtention en 2011 de pouvoirs législatifs primaires, donc le CNEF, qui était devenu un
Parlement introduit 2 lois majeures pour le développement durable. Donc, le Wellbeing of Future Generations Act en avril 2015, que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, puisque c'était à l'occasion de l'entrée en vigueur de cette loi que Nick Hillseth a présenté le Pays de Galles comme un modèle pour le monde. Et puis, je vous présenterai dans un deuxième temps une deuxième loi, Environment Wealth Act, donc une loi sur l'environnement adoptée l'année suivante, afin de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Et ces 2 lois ont réellement placé le Pays de Galles sur le devant de la scène internationale, une fois n'est pas coutume, en dehors du rugby, hein, pas seulement pour le rugby. Bon, on ne va pas revenir sur le match d'hier, no comment. Voilà. Et à la fin de la semaine. Donc, pardon, j'étais déjà sur la diapo. Donc, cette première loi donc, sur le bien-être des générations futures, adoptée, comme je vous disais, en avril 2015, après de longues discussions au CNEF, puisqu'elle avait été annoncée dès juillet 2011 par le Premier ministre gallois Carwyn Jones, qui avait alors expliqué: nous allons légiférer pour intégrer le développement durable comme principe fondamental dans toutes nos actions en tant que gouvernement et dans tous les organismes publics, et c'était là la nouveauté, en introduisant un projet de loi sur le développement durable. Une telle approche distinguera le Pays de Galles comme une nation attachée au développement durable qui donne l'exemple. Donc, vous voyez, dès le lancement de cette idée, si vous voulez, il y avait cette volonté d'être un modèle. Il est assez intéressant de voir que dans un premier temps, cette loi devait être une loi sur le développement durable. Et puis au fur et à mesure des discussions, il a été décidé de faire évoluer le nom et d'introduire cette notion de bien-être des générations futures. Et cette notion de bien-être fait évidemment écho à la définition Brundtland du développement durable. Alors cette définition qui date de 1987, hein, à l'occasion d'une publication intitulée Our Common Future. Et c'est une définition que tout le monde connaît aujourd'hui, bien sûr, la définition retenue par tous aujourd'hui du développement durable. Mais il est intéressant de voir qu'il y a eu cette évolution lexicale entre développement durable et le bien-être des générations futures. Pourquoi? Aussi parce que c'était plus vendeur, si je puis dire, et plus clair, plus transparent auprès du public de parler de bien-être. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu le fait que de plus en plus d'États cherchent à mesurer le bien-être de leur population, plus seulement en termes économiques, mais également en termes environnementaux et sociaux, en incluant de nombreux indicateurs tels que le sentiment de sécurité, le niveau d'éducation, etc., et non plus des données purement économiques. D'où l'évolution du lexique. Donc, cette idée était d'obliger, en fait, tous les organismes du secteur public de tenir compte de cette notion de bien-être des générations futures, alors des générations actuelles et futures, dans toutes leurs décisions. Un document consultatif est publié en 2012, suivi d'un second en mai, d'un livre blanc. Un an plus tard, en 2013, un projet de loi corrigé est présenté à l'Assemblée. Et comme indiqué précédemment, donc cette loi met une obligation sur les organismes publics. 44 organismes publics sont concernés par la loi votée en 2015. Et donc, pour vous donner des exemples, toutes les autorités locales, les autorités des parcs nationaux, les autorités de santé. Il faut savoir que le domaine de la santé est un domaine dévolu et que le Pays de Galles est divisé en plusieurs régions dirigées par des autorités de santé. Et donc, ces autorités doivent aussi respecter le principe de développement durable, entre autres. Hein, je vous ai donné quelques exemples, mais voilà, vous avez 44 organismes concernés. Cette loi définit également 7 objectifs de bien-être, les Wellbeing Goals, donc, que vous avez sur cette diapo. Donc, un Pays de Galles globalement responsable, un Pays de Galles prospère, un Pays de Galles flexible, plus simple, plus égalitaire, composé de communautés solidaires et possédant une culture riche et une langue dynamique. Cette loi permettait également la création d'un nouveau poste, le poste de Future Generations Commissioner for Wells, donc un commissaire
aux générations futures, et c'est Sophie Ho qui a occupé ce poste en premier de 2016 à 2023, et depuis 2023, elle a été remplacée par Derek Walker. Donc, cette loi porte, je cite, sur l'amélioration du bien-être social, économique et culturel du Pays de Galles. C'est intéressant de voir qu'on a inclus aussi le volet culturel, ce qui est nouveau par rapport à la définition du développement durable, puisque dans le développement durable, vous avez le volet économique, environnemental et social. Au Pays de Galles, on a ajouté la dimension culturelle, une quatrième dimension à cette notion de bien-être. En adoptant cette loi en 2015, le Pays de Galles devient la première nation à légiférer sur le développement durable et à rendre cette obligation, enfin, à imposer cette obligation aux organismes publics. Cette loi est complétée l'année suivante par une deuxième loi, donc en mars 2016, Environment Wales Act, la loi sur l'environnement au Pays de Galles, à quelques semaines des élections législatives galloises, loi qui comporte plusieurs volets essentiels: une gestion durable des ressources naturelles, la réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre au Pays de Galles d'ici 2050, une meilleure gestion des déchets et un meilleur recyclage. Donc, ces deux lois ensemble, elles sont complémentaires, 2015 et 2016, et ces deux lois majeures constituent un cadre législatif qui devra être respecté essentiellement par les organismes publics, pour la deuxième loi, également par les entreprises privées. Grâce à ce nouveau cadre législatif, le gouvernement annonce plusieurs mesures. Je vous ai mis quelques exemples. Et ça va permettre d'avoir un impact sur différentes entreprises. Par exemple, les aciéries Tata à Port Talbot. Alors, j'aurai l'occasion de reparler de ces aciéries parce qu'elles emploient énormément de personnes au Pays de Galles. Il faut savoir que la production d'acier, c'est une activité très ancienne au Pays de Galles, depuis la révolution industrielle au 19e siècle. C'est une activité majeure au sud du Pays de Galles. Et donc, les aciéries avaient annoncé, dès le vote de la loi de 2016, qu'elles apporteraient leur soutien au gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Pays de Galles. Gardez-le à l'esprit, j'en reparlerai un peu plus tard. De même, l'Université de Cardiff a annoncé qu'elle participerait financièrement au développement d'un outil permettant de prévoir et donc de gérer les émissions galloises pour les 30 prochaines années au nom du gouvernement, afin de lui permettre de définir des objectifs appropriés, d'adapter son budget. Et le docteur Manjot Moshed, le responsable du projet au sein de l'université, a développé un outil similaire pour le Bangladesh, et donc il a décidé de l'adapter au Pays de Galles. Dernier exemple, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 3 millions de livres sterling pour permettre aux autorités locales d'améliorer encore le taux de recyclage des déchets. Et aujourd'hui, le Pays de Galles est très, très bien placé dans les premières positions au rang mondial sur le taux de recyclage des déchets. Dans la foulée de ces lois, le Pays de Galles s'est engagé, enfin, le gouvernement gallois s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire zéro émission de gaz à effet de serre, ce que le gouvernement appelle Zero Net Wales. C'est un énorme projet annoncé par le gouvernement gallois, annoncé atteindre cette neutralité carbone. Et en fait, déjà en 2018, le Pays de Galles enregistrait une baisse de 31% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de référence de 1990. Vous savez que quand on parle de réduction ou d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, on se réfère au niveau de 1990 tel que décidé dans le protocole de Kyoto. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on annonce un pourcentage, c'est toujours par rapport normalement à 1990, sauf mention contraire. Donc, réduction en 2018 de 31% par rapport à 1990, en partie grâce à la fermeture de centrales à charbon, puisqu'il y avait beaucoup de centrales à charbon au Pays de Galles. En février 2021, le gouvernement gallois prend de nouveaux engagements, c'est-à-dire en prévision en fait de la COP26 qui devait se tenir à Glasgow en novembre 2021. Donc, une réduction de 63% d'ici 2030, 89% d'ici 2040 et donc 100% des émissions de gaz à effet de serre, la neutralité d'ici 2050.
Cette annonce faisait suite à la publication d'un rapport du Climate Change Committee, une organisation indépendante, qui montrait que l'objectif de zéro émission que les experts pensaient précédemment inatteignable était maintenant envisageable avec une politique ambitieuse, des efforts collectifs grâce aux progrès technologiques, scientifiques et à une véritable volonté politique. On a lancé un nouveau concept de Team Wales, l'équipe Pays de Galles, un concept très à la mode. Dès qu'on doit gérer un problème au Pays de Galles, c'est Team Wales qui se met en place. C'était le cas pendant le Covid, c'est le cas pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec la publication de nombreux documents pour mobiliser la population galloise sur cet objectif. Donc, ce rapport soulignait les efforts possibles du secteur industriel, vu qu'une part importante des émissions au Pays de Galles vient d'un nombre limité en fait de sites industriels, notamment les aciéries Tata à Port Talbot. Le gouvernement annonce donc des mesures dans le domaine des transports, de l'industrie, du logement, de l'agriculture, et il adopte en octobre 2021 son deuxième budget carbone pour 2021-2025, Net Zero Wales. En le décrivant ainsi, ce projet marque le début de notre voyage vers la neutralité carbone et un Pays de Galles plus vert, plus fort et plus juste. Donc une mesure extrêmement importante qui était, alors là je vous ai mis un document qui montre différents moyens d'obtenir ce résultat. Je passe un peu vite. Donc c'est réellement une annonce importante, majeure, avec des objectifs qui vont beaucoup plus loin que les objectifs définis par de nombreux pays dans le monde. Donc le Pays de Galles, qui, je le rappelle, n'est pas un État indépendant. L'État, c'est le Royaume-Uni. Le Pays de Galles, c'est une partie du Royaume-Uni, même s'il possède son Parlement. Donc on voit je n'aime guère le terme de région, une nation qui fait partie du Royaume-Uni annonce des objectifs beaucoup plus ambitieux que le Royaume-Uni lui-même en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone, et insiste du coup sur cette politique. Une citation, alors je suis désolée, elle est très longue, mais je l'ai trouvée très intéressante, du ministre de l'Environnement, de l'Énergie et des Affaires rurales au moment du lancement de ce projet de neutralité carbone, qui expliquait: nous avons été le premier pays au monde à déclarer une urgence climatique, mais nous allons maintenant utiliser les nouvelles connaissances scientifiques pour concrétiser notre ambition de longue date d'un Pays de Galles à zéro émission. Bien que notre intention d'atteindre cet objectif d'ici à 2050 soit inscrite dans la loi aujourd'hui, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir plus tôt. Les perspectives climatiques mondiales sont graves et nous n'hésiterons pas à mettre fin aux émissions nocives qui sont rejetées dans l'atmosphère et qui réchauffent notre planète. Le statu quo n'est pas une option. Bien que nous soyons un petit pays, nous frappons fort lorsqu'il s'agit de faire ce qu'il faut. Le Pays de Galles était l'un des pires recycleurs au monde avant la décentralisation. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs. Nous avons joué un rôle central dans la révolution industrielle en approvisionnant le monde en charbon à partir de nos collines. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers un avenir fait d'énergie verte et d'emplois. Nous avons également interdit la fracturation hydraulique car nous savions que les risques que pour notre environnement et la sécurité des habitants du Pays de Galles étaient beaucoup trop élevés. Le plus important est peut-être que nous sommes le premier pays au monde à avoir inscrit dans la loi un Future Generations Act, donc loi sur les générations futures, qui garantit que toute décision prise aujourd'hui par le gouvernement doit être la bonne pour nos enfants et nos petits-enfants et leurs enfants aussi. Donc vous voyez cette ambition qui était mise en avant. Je vous ai dit une série de mesures, je prendrai que quelques exemples, notamment dans le domaine du transport, puisque le transport est à l'origine de 17% des émissions de gaz à effet de serre au Pays de Galles, ce qui conduit le gouvernement à annoncer en juin 2021 un moratoire sur tous les projets d'infrastructures routières. C'est-à-dire qu'en juin 2021, le gouvernement gallois a annoncé le gel, l'arrêt de tous les projets nouveaux d'infrastructures routières, le temps d'analyser chaque projet et de considérer si l'impact environnemental valait le coup, si vous voulez, s'il y avait un réel intérêt au-delà de l'impact environnemental du projet. Donc, une cinquantaine de projets d'infrastructures routières ont été mis à l'arrêt en juin 2021, le temps de mener cette étude. L'objectif étant de réaliser des économies pour rénover, entretenir les routes existantes et investir dans les transports publics.
En février 2023, le rapport d'un panel d'experts est publié et seulement 15 projets sur la cinquantaine de projets bloqués, seulement 15 projets reçoivent le feu vert pour être poursuivis, pour être menés à bien, alors que les autres sont soit reportés, soit revus à la baisse, soit remisés aux oubliettes. Alors, cette décision est évidemment saluée par les ONG. Il est clair que certains villages ou certaines communautés ne se sont pas réjouis en expliquant qu'elles n'allaient pas être désenclavées ou qu'il y avait parfois des projets, vous voyez, de contournement qui étaient annulés. Donc, on va dire des réactions quand même très mitigées. Il faut quand même souligner le fait que l'Écosse, en parallèle, a pris des décisions totalement opposées en favorisant des constructions d'autoroutes ces dernières années. Donc, vous voyez, deux administrations dévolues avec deux administrations qui mettent en avant le développement durable et les énergies vertes, puisque l'Écosse produit énormément d'énergie renouvelable, mais sur la question des infrastructures routières, deux politiques très différentes. Glenn Lyons, qui est professeur en mobilité du futur à l'université de Bristol et qui était membre de ce panel, expliquait au moment de la publication du rapport, le terme leader mondial devrait être utilisé avec parcimonie, mais je n'hésite pas à l'utiliser lorsqu'il s'agit du gouvernement gallois et de sa volonté de prendre du recul, de remettre en question ce que nous avons toujours fait et de se demander si une autre voie est aujourd'hui nécessaire en matière d'investissement routier. Donc une politique assez originale. De la même façon, le gouvernement a décidé de réduire la vitesse en ville à 20 miles à l'heure, donc environ à 30 km/h. Mesure particulièrement controversée depuis quelques mois. C'est, je pense, la loi la plus critiquée en 25 ans de dévolution, c'est-à-dire celle en tout cas qui a fait couler le plus d'encre et suscité les plus vives réactions au Pays de Galles. Le Pays de Galles est la première nation britannique à prendre une telle mesure. Donc, le gouvernement a mené une étude en 2021, adopté cette législation en juillet 2022 et elle a été introduite en septembre dernier. Le gouvernement justifiait cette décision en expliquant qu'une baisse de la vitesse permettait de réduire le nombre d'accidents, sauver des vies, limiter les blessures, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de vie, le bien-être et limiter, bien sûr, donc, comme je l'ai dit, les accidents, rendre les rues, les communautés locales plus sûres. Selon une étude de santé publique menée en 2021, réduire la vitesse à 30 km/h au Pays de Galles devrait permettre chaque année de réduire les accidents de 40%, de sauver 6 à 10 vies et d'éviter entre 1200 et 2000 blessés. Rendre également les rues plus sûres pour les enfants, les piétons, les cyclistes, encourager plus de personnes à marcher et prendre leur vélo, rendre nos communautés plus sûres, améliorer la santé et le bien-être, réduire la pollution sonore. Bref, ça c'était la théorie. En pratique, c'est un peu plus compliqué, puisque je vous l'ai dit, cette mesure a suscité une vive controverse. Une pétition signée par plus de 469 000 personnes, ça c'était les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc le 23 février 2024. Je vous rappelle, 3 millions d'habitants au Pays de Galles. Donc presque un demi-million de personnes qui signent la pétition, c'est 1/6 de la population quand même, contre cette mesure. Toujours en vigueur aujourd'hui, mais qui est quand même très, très controversée. Le gouvernement continue de la défendre en expliquant que même si c'est une mesure qui coûte cher, en France, on a beaucoup parlé de la réduction de la vitesse à 80 km/h au lieu de 90, qui coûtait cher parce qu'il fallait changer tous les panneaux, etc., etc. C'était la même chose au Pays de Galles, mais le gouvernement expliquait que cette dépense serait contrebalancée par les économies générées par la baisse des accidents. Donc, vous voyez, voilà, une mesure qui, sur le papier, semble être une bonne mesure pour le bien-être, le développement durable, de nombreux avantages, très difficile à appliquer ou en tout cas à faire accepter. Un autre exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est la mise en place d'un revenu universel à titre expérimental pour l'instant. Donc, le Universal Basic Income, donc c'est un deuxième programme ambitieux mis en place par les institutions galloises. Ce revenu universel, vous savez que de nombreux pays ont évoqué cette idée de mettre en place un revenu universel
comme une solution ou une partie de solution à la pauvreté. Et donc, en août 2021, Mark Drakeford, Premier ministre gallois, dévoile le souhait du gouvernement de mettre en place un projet pilote, un projet pilote dans un premier temps de revenu universel, officiellement annoncé en février 2022 pour la période allant jusqu'à 2026. Cette mesure, présentée comme radicale, prévoit de verser chaque mois à 500 jeunes, finalement 635, la somme de 1600 livres sterling. Donc, verser chaque mois cette somme-là à donc 635 jeunes quittant l'aide sociale à 18 ans. Donc, ce sont des jeunes qui bénéficiaient de l'aide sociale et qui, le jour de leurs 18 ans, n'ont plus droit à rien, n'avaient plus droit à rien, devaient devenir complètement autonomes, étaient livrés à eux-mêmes. Et donc, cette décision de leur verser ce revenu universel pour les aider à subvenir à leurs besoins le temps alors, pendant une période de 2 ans. Donc, pour les aider, c'est un projet qui doit courir sur 3 ans. Selon Jack Surgeon, qui est membre de l'Assemblée, enfin, du Parlement, qui a mené le premier débat sur ce sujet au Parlement, il expliquait qu'il s'agit d'une initiative incroyablement audacieuse de la part d'un gouvernement gallois qui est à l'avant-garde dans ce domaine. Nous devons maintenant nous assurer que nous tirons toutes les leçons possibles de cet essai. C'est une véritable occasion de montrer que les choses peuvent être différentes. Il est assez intéressant de voir que, alors, en Europe, c'est la Finlande qui fut le premier pays à lancer ce revenu universel, alors qui avait choisi en début 2017 de verser un revenu universel à 2000 personnes tirées au sort. Et c'était aussi un projet pilote, 2000 personnes tirées au sort qui étaient au chômage au moment du tirage au sort. Donc, parmi les chômeurs, 2000 personnes. Mais il faut savoir que la Finlande a abandonné ce projet 18 mois plus tard, n'étant pas convaincue par les résultats du projet. Le Pays de Galles semble être un modèle, puisqu'en juin 2023, l'Angleterre a annoncé un projet similaire, verser 1600 livres sterling par mois, mais à 30 personnes. Quand on connaît le nombre d'habitants en Angleterre, je ne peux m'empêcher de dire que 30 personnes, ils feraient mieux de garder leurs 1600 livres par 30. Je ne suis pas sûre, cela n'engage que moi, mais pour faire certaines études sociologiques, je ne suis pas sûre qu'on puisse dresser un bilan d'un projet pilote qui ne concerne que 30 personnes. Quoi qu'il en soit, le gouvernement gallois a annoncé en décembre dernier, en décembre 2023, que le projet ne serait pas poursuivi au-delà de la période d'essai de 3 ans. Donc, qu'en 2025, en fait, le projet allait s'arrêter pour des questions budgétaires. Il faut savoir que depuis la crise de 2008, c'est l'austérité. Le gouvernement britannique a choisi, surtout depuis 2010, le gouvernement conservateur depuis 2010, de mettre en place des mesures d'austérité, de réduire le budget du Parlement gallois, et que donc il faut faire des choix, et que c'est un projet, c'est un programme qui coûte cher, et donc malgré, je dirais, des premiers retours qui étaient assez positifs de ce projet, puisque le taux d'acceptation du programme était de 97%. Malgré tout, le gouvernement a annoncé l'arrêt du projet. Alors, nous pourrions nous arrêter là, je pourrais m'arrêter là, me réjouir, vous pourriez vous dire, waouh, merveilleux, le Pays de Galles, tout va bien, il faut aller au Pays de Galles, il faut aller vivre au Pays de Galles. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette multiplication de projets et de programmes ambitieux qui mettent le Pays de Galles sur le devant de la scène. Mais, vous vous doutez bien qu'il y a un mais, de nombreux obstacles subsistent. Et donc, après ce discours très optimiste et très positif, malheureusement, il va falloir aborder les obstacles, les difficultés que rencontre le Pays de Galles. Tout d'abord, la première difficulté, c'est la dichotomie entre intention et mise en œuvre, entre théorie et pratique, entre les grands discours, les projets annoncés et la réalité de la mise en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire que depuis la mise en œuvre de la dévolution au Pays de Galles, les institutions galloises ont fréquemment été accusées de publier de nombreux documents, de nombreux textes consultatifs, mais avec une faible application et finalement
Je vous parlais du bien-être des Gallois. De nombreux Gallois n'ont pas le sentiment que leur bien-être a réellement progressé au cours des 25 dernières années. Théorie et pratique. Grand discours et application. Il est vrai que les institutions publient de nombreux documents, présentent de multiples projets, sans réellement entrer dans le détail. C'est-à-dire que qui s'intéresse aux institutions galloises, quelqu'un comme moi, dès qu'on commence à lire l'intégralité des documents, on se rend compte qu'ils sont souvent très vagues, qu'ils manquent de détails pour l'application, qu'on ne sait pas réellement comment tout cela va se mettre en place pratiquement au sens noble et premier du terme, dans la pratique, et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et dès janvier 2012, Peter Davis soulignait le fossé entre l'adoption du principe de développement durable tel qu'imposé par la loi de 1998, réaffirmé par une deuxième loi votée en 2006, et la mise en application de ce principe. Je le cite, il voulait dire le devoir du gouvernement gallois de promouvoir le développement durable. Il est aussi reconnu dans le monde comme un exemple à suivre de l'intégration du principe de développement durable dans les structures gouvernementales. Néanmoins, et on peut le comprendre, subsiste un fossé significatif entre l'adoption du principe et son application comme mode décisionnel à travers le gouvernement. Donc, on voyait bien toutes les limites. Pour vous donner quelques exemples concrets, si je reprends la première loi dont je vous ai parlé, le Wellbeing of Future Generations Act, les indicateurs, c'est-à-dire que cette loi, je vous ai dit, fixait 7 objectifs de bien-être que je vous ai listés, et pour mesurer les progrès réalisés dans ces 7 objectifs, la loi définissait 47 à l'époque, 50 aujourd'hui, indicateurs de bien-être. Il y a plein d'exemples, le sentiment de sécurité, l'éducation. Enfin, ce sont des indicateurs très précis, hein, en fait. Voilà, il y en a 50 aujourd'hui. Seulement, ces indicateurs ne sont pas toujours très clairs. Ces indicateurs ne permettent pas réellement de prendre en compte le réchauffement climatique, qui est pourtant l'un des défis majeurs actuels. Et puisque je vous ai donné l'exemple de cet objectif de neutralité carbone, il est quand même surprenant, voire paradoxal, qu'aucun des indicateurs, mis à part un pauvre indicateur sur 50 sur les émissions de gaz à effet de serre, enfin 2, soyons honnêtes, 2, tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre, cela reste très vague. Cet écueil sur le flou des indicateurs peut peut-être s'expliquer par les pouvoirs limités du Parlement, sa volonté de promouvoir le bien-être, mais à l'échelle galloise. Et la nation galloise, c'est une toute petite nation. On est bien d'accord que le développement durable, c'est à l'échelle internationale. C'est quand même compliqué de définir tous ces indicateurs. Malgré tout, ces difficultés conduisent les auteurs du texte et les décideurs de ces indicateurs à insister davantage sur le pilier social du développement durable. Finalement, quand on consulte cette liste d'indicateurs, on se rend compte qu'il y a une primauté au pilier social et que les autres piliers sont négligés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait annoncé des réformes sur l'éducation du système éducatif, annonçant une révision des programmes à l'école primaire secondaire, une refonte du système de bourse dans l'enseignement supérieur, des mesures encore trop récentes pour mesurer leur impact. Je suis gentille, je dirais, puisque pour l'instant, la réforme du programme à l'école primaire n'a pas réellement porté ses fruits, puisque le dernier classement PISA, vous avez tous entendu parler du classement PISA, hein, qui classe les pays selon le niveau des élèves, a montré que le Pays de Galles reculait encore dans le classement PISA. Bon, voilà, la réforme est assez récente, il faut peut-être laisser un peu de temps, mais quoi qu'il en soit, c'est pour l'instant un décevant. De plus, ces indicateurs n'apportent aucune précision sur les moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre toutes ces mesures. On est tous d'accord pour dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que toute volonté de mettre en place, de privilégier le bien-être des habitants, s'il n'y a pas de mesures financières concrètes associées, ça va rester lettre morte.
Aucune précision sur les démarches innovantes. On nous parle de démarches innovantes, mais on n'a pas de précision sur les fameuses démarches à mettre en place. Et uniquement dans le secteur public, puisque je vous ai dit que cette loi ne concernait que les organismes publics, au grand regret notamment de Jane Davidson, qui était l'une des instigatrices de cette loi, qui aurait aimé associer le secteur privé, mais elle s'est vite rendue compte que si elle incluait le secteur privé dans le projet de loi, jamais le projet de loi ne serait voté. Donc finalement, un projet annoncé comme extrêmement ambitieux, mais qui ne concerne que le secteur public. C'est bien dans un premier temps, mais tant qu'on n'inclut pas le secteur privé, et notamment le secteur industriel, tant qu'il n'y a pas de contraintes sur le secteur industriel, évidemment, les effets de la loi seront limités. Donc, des objectifs ambitieux, mais finalement assez décevants. La deuxième loi dont je vous ai parlé, la loi sur l'environnement, qui fixe des objectifs ambitieux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Pays de Galles d'ici 2050, ne les accompagne d'aucune obligation de produire rapidement des budgets, ne prévoit pas suffisamment d'objectifs intermédiaires avant, si vous voulez, les dates que je vous ai données. Donc là aussi, on est bien d'accord que définir des objectifs à long terme quand on a des politiques confrontées à la nécessité du court terme et notamment des objectifs électoraux, c'est quand même contradictoire et là aussi compliqué à mettre en place. Et c'est ce que dénonçait Jessica McQuaid, qui fait partie d'associations environnementales et qui expliquait par conséquent, nous courons le risque d'avoir un gouvernement menacé de ne pas donner de détails, de n'entreprendre aucune réduction substantielle des émissions durant une grande partie de son mandat. Et on voit bien que cette loi est votée en 2016 et que la politique de neutralité carbone n'est adoptée qu'en 2021. Donc il faut attendre 5 ans pour avoir une véritable annonce, l'annonce d'une politique. De la même façon, pour vous donner un autre exemple contradictoire, ces deux lois que j'ai présentées comme majeures, entrer en totale contradiction avec un projet pourtant défendu depuis plusieurs années par l'Assemblée, le développement d'une nouvelle autoroute autour de la ville de Newport, surnommée de Black Route, un projet d'autoroute à 6 voies qui avait été réintroduit en 2011. Lors du lancement de l'enquête publique en 2017, ce projet a été dénoncé et la commissaire qui avait été nommée, la commissaire aux générations futures, dénonçait l'absurdité de ce projet. Ce projet, finalement, abandonné en juin 2019. Deuxième problème, les objectifs contradictoires. Je dirais un peu plus vite, mais on a tous entendu la difficulté à concilier les différents piliers du développement durable et notamment l'économie et la protection de l'environnement. Et en juin 2023, un premier rapport avait été publié par le Climate Change Committee, mis en place en 2008, chargé de conseiller le gouvernement britannique sur la possibilité d'atteindre des objectifs de neutralité carbone. Et ce rapport était assez mitigé sur le Pays de Galles. Soulignait évidemment des points positifs, voilà, programme ambitieux, une politique novatrice pour les infrastructures routières, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, une baisse de 34% des émissions de gaz à effet de serre, donc des points positifs, mais également des défis qui subsistaient, de nombreux défis qui subsistaient. Et je voudrais revenir sur un projet, enfin, sur un sujet d'actualité au Pays de Galles, dans le cadre des aciéries Tata. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les aciéries Tata à Port Talbot, donc, ce sont des aciéries qui existent depuis des décennies, voire plus d'un siècle, qui ont été rachetées par Tata, le groupe Tata, qui est un groupe indien. Et ces aciéries ont annoncé qu'elles feraient tout ce qui était en leur possible pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, grâce au soutien du gouvernement britannique, par l'octroi d'une forte subvention, enfin d'une grosse subvention, les aciéries ont annoncé le projet de remplacer les deux fours par des fours électriques. Évidemment, beaucoup moins polluants. Alors, le budget total, c'est 1,25 milliard de livres sterling, 500 millions accordés par le gouvernement britannique, le reste financé par l'entreprise elle-même. Cette modernisation devrait permettre de réduire
les émissions du secteur industriel de 7% pour l'ensemble du Royaume-Uni, ce qui est quand même énorme. 7% juste avec ces 2 fours électriques. 7% pour l'ensemble du Royaume-Uni, 22% à l'échelle du Pays de Galles, de 85% pour le site industriel lui-même. Donc on pourrait se dire, merveilleux, beau projet. Seulement, les aciéries emploient 8000 personnes au Royaume-Uni, dont la moitié au Pays de Galles sur le site de Port Talbot. Et selon les syndicats, les nouveaux fours demanderont évidemment moins de main-d'œuvre. Leur installation pourrait conduire à la perte de milliers d'emplois. Alors, l'entreprise se défend en disant que les emplois auraient aussi été perdus sans cette modernisation. Quoi qu'il en soit, cela montre bien qu'un équilibre reste à trouver. Et l'annonce est finalement tombée en début d'année, là très récemment. Suppression prévue de près de 2500 postes, dont 2000 environ au Pays de Galles à Port Talbot. Donc, ce qui a conduit à une forte mobilisation. Là, je vous ai mis l'image, la mobilisation des employés des aciéries qui contestent ces nouveaux fours. Donc, vous voyez, très rapidement, on voit bien le conflit entre le volet environnemental et le volet économique. Et je finis parce que je suis déjà pas très en avance. Le dernier problème, ce sont les tensions avec le gouvernement britannique. Je voulais juste finir là-dessus. Les tensions entre le gouvernement gallois et le gouvernement britannique, et notamment depuis l'arrivée au poste de Premier ministre de Boris Johnson, qui a mis en place, enfin qui a voulu promouvoir ce qui a été surnommé d'unionisme musclé, ce que moi je qualifie de politique unioniste centraliste, donc cette volonté de recentraliser le pouvoir à Londres malgré la dévolution. Et donc, il s'est opposé beaucoup à la dévolution et aux institutions dévolues. Il a quand même expliqué que la dévolution était un désastre, je le cite. Et donc, il s'est opposé beaucoup à Mark Drakeford, le Premier ministre gallois, qui, lui, a une vision, certes unioniste, mais également nationaliste. Donc, deux visions très différentes des relations entre les deux gouvernements et de nombreuses tensions. À l'occasion de la dernière conférence du Parti travailliste gallois au Pays de Galles, Mark Drakeford expliquait sa position. Il expliquait en 2019, sans avoir remporté une majorité de sièges au Pays de Galles, donc lors des élections de décembre 2019, les élections anticipées demandées par Boris Johnson. Donc, en 2019, sans avoir remporté une majorité de sièges au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, nous avons eu Boris Johnson. Vous vous souvenez de Boris Johnson? Un homme tellement dépourvu de tout sens moral qu'il pouvait apparaître à la télévision pour insister sur le fait que tout le monde devait suivre les règles. Il parlait du Covid, tout en présidant une culture à Downing Street qui aurait embarrassé l'empereur Néron lui-même. Je vous laisse juger de la comparaison. Et donc, il réclamait, Mark Drakeford, une nouvelle forme de coopération telle que définie, alors j'ai plus le temps, dans un rapport publié par la Commission sur l'avenir du Royaume-Uni, mise en place par le Parti travailliste britannique, présidé par l'ancien Premier ministre Gordon Brown, donc qui dénonçait le fait que le Royaume-Uni était le pays le plus centralisé d'Europe et qui souhaitait la mise en place d'une décentralisation accrue des pouvoirs. En conclusion, le Pays de Galles a pendant longtemps été invisible, a souffert d'un fort complexe d'infériorité. La mise en place de nouvelles institutions à la fin des années 1990 lui a permis de s'affirmer sur la scène britannique et européenne en proposant une politique innovante et radicale fondée sur le principe du développement durable au cœur de son action et souvent en décalage avec les mesures prises par le gouvernement britannique dans les domaines dévolus. Pourtant, il doit encore surmonter, comme je vous l'ai rapidement montré, de nombreux obstacles, comme la nécessité de réconcilier et concilier des intérêts contradictoires ou les tensions, surtout depuis 2016, avec le gouvernement britannique conservateur, en particulier lorsque Boris Johnson était Premier ministre. Le Premier ministre actuel, Rishi Sunak, n'a pas réellement fait preuve davantage de volonté de coopération avec le gouvernement gallois. On peut donc se demander quel est l'avenir du Pays de Galles, tiraillé entre sa volonté d'exister et de briller et les nombreux obstacles sur son chemin. Deux éléments, selon moi, sont à prendre en compte dans les semaines et les mois à venir. L'élection d'un nouveau First Minister, d'un nouveau Premier ministre gallois, puisque Mark Drakeford a annoncé sa démission il y a plusieurs semaines. Les résultats de l'élection du chef du Parti travailliste
Les résultats seront annoncés avec un S, vous corrigerez, le 16 mars, donc dans les jours qui viennent, et l'élection du nouveau Premier ministre aura lieu par un vote au Parlement le 20 mars. Donc il est intéressant de voir qui va succéder à Mark Drakeford et quelle sera sa position. Et le deuxième élément, évidemment, à prendre en compte, c'est les élections législatives britanniques prévues d'ici fin 2024, puisque les dernières élections ont eu lieu en décembre 2019, plus 5 ans, ça signifie qu'en théorie, on doit avoir des élections d'ici fin 2024, et la victoire annoncée du Parti travailliste britannique dirigé par Keir Starmer. Pour finir, la question de l'indépendance, évidemment, je ne pouvais pas vous parler du Pays de Galles aujourd'hui sans parler de la question de l'indépendance. Est-ce que l'indépendance permettrait au Pays de Galles de gagner en visibilité? Les derniers sondages ont montré qu'environ 22% des personnes interrogées souhaitaient l'indépendance pour le Pays de Galles, contre un peu plus de la moitié se prononçant contre. Donc, reste à voir si ces chiffres vont progresser. C'est déjà pas mal, si je puis me permettre, puisque pendant longtemps, environ 10% de la population était en faveur de l'indépendance. Enfin, les chiffres ont évolué depuis le Brexit, en fait, qui a favorisé la question de l'indépendance, mais c'est une question qui subsiste. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter Terry Davis, qui est ici, là, juste à côté de John, qui est le président donc, de la Paris Welsh Society et qui encourage les Gallois de Paris à se réunir. On a combien de membres? On a 50 adhérents. Très bien. Bon, alors, je suis là, je vois. OK. Je ne suis plus le président. Désolée. Et puis, quelqu'un qui nous fait un très grand plaisir en venant nous voir ce soir, il s'agit de Owen Martell, qui est un auteur gallois, qui écrit aussi bien en gallois qu'en anglais et qui parle français complètement et qui est parisien. Et il est l'auteur de ce fabuleux livre que je vous recommande. Il a publié ça, il y a quelques années, c'était 2011, ça 2013. Et si vous aimez le jazz, si vous aimez Miles Davis, il s'agit du pianiste Bill Evans et de sa formation, son trio. Et ce livre est une merveille à lire. On peut le lire 2 fois, on n'a pas tout suivi. Il faut reprendre les choses, c'est une merveille. Je vous le recommande vraiment vivement. Est-ce qu'il est paru en français, Owen? Ah oui, tout à fait. OK. Bon, ben alors, et il est paru sous ce titre? Intermède en français. Donc, si vous pouvez vous procurer ça, c'est un plaisir inouï. Et encore plus si vous aimez le piano de jazz et évidemment Bill Evans. Voilà. Alors, je vais commencer par juste faire la liaison entre nos amis et Stéphanie. Vous êtes-vous reconnus dans le portrait que Stéphanie a fait du jazz? Absolument. Oui, complètement. Oui, moi je remercie Stéphanie pour son analyse extrêmement fine et extrêmement juste. C'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas touché par cynisme qui vient du fait que je passais 30 ans et plus au Rigal et que j'ai 40 et quelques années d'expérience de ce milieu. Donc, non, absolument, je trouve que tout ce que Stéphanie a dit est extrêmement juste. Surtout, ça aurait été pour une concurrence éventuellement, mais quand elle est revenue sur les revers de ces politiques très optimistes ou très éclairées, en quelque sorte, une phrase que j'ai dit, c'était présentée comme radicale. Et je trouve que c'est entièrement ce qui caractérise l'histoire politique mondiale, qui, il ne faut pas l'oublier, est un État politique qui d'un seul parti, et ça depuis un siècle, et que voilà, on est dans un stade où un parti qui a une telle assurance de gagner aux élections peut dire ce qu'il veut. Et c'est de fait ce qui arrive. Donc, on est, enfin, pour moi, en tant que Gallois, je suis très heureux et fier que ces annonces soient faites. Je serais encore plus heureux qu'elles soient
mise en place. Et moi, je m'occupe de l'Écosse depuis extrêmement longtemps. Du point de vue des nationalistes, les Gallois nationalistes, ils ont un poids quelconque au niveau du Parlement. Ils représentent combien de gens au Parlement? Je pose la question à tous les trois. Alors, c'est une différence majeure, puisque Owen rappelait que le parti majoritaire au Pays de Galles, quand on étudie la scène politique galloise, le parti majoritaire a toujours été le parti travailliste, y compris au Parlement gallois, alors qu'en Écosse, vous savez que depuis 2007, c'est le SNP, enfin c'est le Scottish National Party, le SNP, qui est au pouvoir, et c'est une différence majeure, en fait, entre les deux nations. Le fait que Plaid Cymru, qui est le parti nationaliste gallois, n'a jamais réellement réussi à s'affirmer sur la scène politique galloise. Pendant longtemps, Plaid Cymru a été perçu comme une association de défense de la langue, de la culture, avant de se transformer réellement en parti politique sous l'impulsion de Gwyndwr Evans. Je crois vraiment à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je fais des bêtises, hein. Mais malgré tout, et pourtant, de façon assez ironique, lors des premières élections de 1999 à l'Assemblée galloise, Plaid Cymru, d'un point de vue proportionnel, avait obtenu de meilleurs résultats que le SNP en Écosse. Mais ça a totalement changé par la suite. Et en fait, Plaid Cymru n'a jamais réussi à détrôner le Parti travailliste, n'a jamais réussi à se présenter comme une alternative réaliste et crédible au Parti travailliste. En ce qui me concerne, et c'est pour ça que j'ai qualifié Mark Drakeford de nationaliste unioniste, je pense que le Pays de Galles n'est pas prêt pour l'indépendance et que du coup, un discours indépendantiste tel que le discours tenu par Plaid Cymru, et notamment depuis quelques années, parce qu'il y a eu une période où l'indépendance s'était mise entre parenthèses, hein, c'était un peu tabou, Plaid Cymru n'en parlait plus, mais depuis le Brexit, le vote de 2016, le terme est revenu, cette volonté d'avoir l'indépendance pour le Pays de Galles. Mais du coup, se présenter comme un parti nationaliste indépendantiste ne séduit pas. Oui, parce que 22%, dont vous avez parlé. Bon, en Écosse, on est à 50%, quoi, à peu près. Bon an, mal an, quand c'est passé. Si vous permettez de remarquer par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Depuis 1999, je pense que le parti Plaid Cymru a occupé plus un rôle de contrôle du Parti travailliste, si vous voulez. Parce que le Parti travailliste a eu son virement vers le centre-droite, suivant le parti politique, le Parti travailliste britannique plus large. À mon avis, ça n'engage que moi aussi, le parti nationaliste, indépendantiste, Plaid Cymru au Pays de Galles, a été un peu comme la conscience sociale, politique d'un parti travailliste d'autrefois. Le parti travailliste d'autrefois qui était quand même le parti des mineurs, des travailleurs de la Syrie, ça. Mon grand-père qui travaillait à la Syrie pour le vote. Voilà, donc vous avez une position assez intéressante, mais paradoxale aussi, où ce parti travailliste, qui est issu de tous les grands mouvements sociaux du XXe siècle, est maintenant censé mettre en place ce programme vert, alors que ce parti travailliste a été tout sauf vert, il a été noir comme le charbon. Alors sinon, je voulais revenir un petit peu à la présence des Gallois à Paris. Owen, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez l'impression que les Français, les Français font la différence entre le Pays de Galles, l'Angleterre, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vision claire de ce qu'est le Pays de Galles parmi les Français? On en a quelques-uns, on pourra poser la question. À mon avis, pas du tout. Non. Après c'est un peu notre faute, en fait, parce que Stéphanie parlait de la visibilité. Et je pense que Pays de Galles existe seulement à l'étranger grâce au sport, à peu près. Parce que même, je dis Tom Jones, et beaucoup de gens pensent que Tom Jones est anglais. Mais non, Tom Jones est des Gallois. Même, mais c'est la vérité, même. Quand vous regardez les experts du monde, il y a toujours cette tendance dit que anglais et britannique, c'est la même chose en fait.
Donc, je pense que cette manque de visibilité, le manque de reconnaissance, c'est un vrai problème pour Pays de Galles. Ce sujet que Owen et moi on abordé depuis des années, pendant plusieurs bouteilles de vin, et on ne sait pas, en fait. Je pense que c'est le fait qu'on a très peu de choses clichés, si vous voulez. Parce que quand j'ai dit je suis gallois et le peuple est français, vous n'avez pas une image de Pays de Galles. Mais par contre, Mais parce que vous êtes là ce soir. non, mais par rapport, oui, ok, j'ai dit français moyen. Tout le monde dit gallois, ok, peut-être s'il aime le Tour de France, on va dire que Geraint Thomas, le foot, Gareth Bale, du monde peut-être Ryan Giggs, le rugby, s'ils ont un certain âge, ils vont dire, ah oui, Gareth Edwards, Barry John, les équipes magnifiques des années 70. Mais sinon, on n'a pas cette chose très visible. Parce que si vous dites je suis écossais, tout de suite c'est whisky, kilt, bagpipes. Même le monstre Loch Ness, c'est nul. Mais au moins, vous avez quelque chose qui dit ah oui, ça c'est l'Écosse. L'Irlande, c'est pareil. Et nous, en tant qu'Allois, on a très peu de ça. Peut-être parce que culture galloise est très liée à la langue galloise. Ça, c'est une théorie. Pas sûr que j'ai raison. Et est-ce que l'arrivée d'un gouvernement, d'un parlement gallois, ça aide à distinguer quand même à l'étranger? Parce qu'il y a quand même Je pense pas. Non, Je pense qu'au Pays de Galles, c'est une idée que j'ai développée, c'est que ça a permis quand même de développer une nouvelle identité qui n'était pas seulement culturelle, linguistique, mais civique. En tout cas, avoir une identité différente, parce que contrairement à l'Écosse, qui avait eu son parlement avant l'union avec la Grande-Bretagne, enfin avec l'Angleterre et le Pays de Galles donc, en 1707, le Pays de Galles, lui, n'avait jamais eu, mis à part toute petite période à Kinlet, mais on n'avait jamais eu de parlement. Et donc, je pense quand même, voilà, c'est un des points positifs de la dévolution, c'est de se dire, on a une identité, et aujourd'hui de plus en plus juridique aussi par toutes les lois votées, en tout cas une identité civile, et peut-être que certains Gallois peuvent davantage se reconnaître dans cette identité civile que dans l'identité culturelle. Parce que la langue, c'est très bien, mais heureusement ou malheureusement, si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais quand on a 20% de la population qui parle le gallois, que fait-on des 80% restants? On peut se sentir gallois sans parler gallois. Et donc, c'est peut-être un des points positifs, même si cette assemblée, enfin ce parlement a pu être décevant. Voilà. Mais malgré tout, le point positif, c'est une identification possible, de se dire on a des institutions qui existent et que nous n'avons que chez nous, avec la possibilité de prendre des décisions spécifiques. Et le Covid a permis à un certain nombre de Gallois de se rendre compte, alors pourtant les institutions existaient depuis longtemps, mais de se rendre compte qu'ils avaient un Premier ministre gallois qui pouvait prendre des décisions différentes de celles de Boris Johnson, et se rendre compte que finalement il y avait quand même une frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles avec des décisions différentes. Donc, c'est extrêmement pratique. Mais pas à l'étranger, je pense. Non, Voilà. non, concrètement, pour moi, ça me permet de dire, les gens me disent, ah, vous êtes anglais. Non, je suis gallois. On a même un parlement. Vous vous rendez compte? Et comment va la langue? Parce que c'est une des grandes réussites du Pays de Galles d'avoir fait que la langue commençait à remonter, ce qui est très très difficile de faire remonter les langues minoritaires. Alors comment ça va aujourd'hui à votre avis? La santé de la langue et le nombre de gens qui parlent, est-ce que ça avance ou ça ne change pas ou... Oui, il est combien? À peu près 25% de Gallois parlent la langue gallois. Après, peut-être c'est peut-être une définition. Qu'est-ce que ça veut dire parle langue? Parce que, ok, je parle français, mais je n'ai pas très compris quand je parle français. Anglais, ça va. Donc, la définition de parler langue, c'est très vague. Donc, combien de gens utilisent le gallois comme une langue quotidienne?
Est-ce que c'est ça la question? On voit par rapport à l'Irlande, dans le Gaelic, si je dis là correctement, apparemment, même dans la région forte, où l'Irlandais, la langue d'Irlande, c'est la langue, peut-être pas quotidienne, mais il est en train de diminuer le nombre de gens qui utilisent la langue quotidiennement. Et moi, j'ai l'impression que c'est pareil malheureusement au Pays. Mais une fois encore, peut-être je me trompe. Il y a un problème de génération. Je veux dire, ce sont les gens les plus âgés qui parlent encore le gallois. Je pense pas. Non. Parce qu'en Écosse, on a ce problème. En Écosse, il n'y a pratiquement plus de jeunes qui parlent le gaélique. Il y a encore dans certains secteurs quelques personnes âgées. Les jeunes, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui parlent le gallois. Mais ils le parlent, ils l'apprennent à l'école, ils vont le parler à l'école, mais à peine sortis de l'école. Mais je pense qu'on peut enchaîner de répondre à la question en prenant le prisme qu'on a pris de la politique et de la politique actuellement extrémiste, chimique. Ah bon, vous m'entendez? Très bien. Oui, ok. Une des autres politiques, par exemple, qu'avait le gouvernement travailliste tropical, c'était de faire en sorte qu'il y ait 1 million de personnes qui parlaient gallois dans l'année 2050. Là encore, on voit que l'intention est très louable, mais que la pratique, parce qu'on se pose bien la question, comment? Et là encore, on voit que ces questions ont des volets hautement politiques et hautement sociaux. C'est-à-dire, comme Kelly a dit, si vous avez des communautés majoritairement gallophones, où il y a des problèmes sociaux, structuraux, économiques, et qu'il n'y a pas moyen de faire subsister cette communauté, il n'y a aucune chance que la langue subsiste derrière. Ce n'est pas une question de folklore, de vouloir faire de son mieux pour cette langue. C'est simple fait que les conditions qui ont fait vivre cette langue n'existeront plus. C'est aussi simple que ça. En plus, on parle de la langue Welsh. Je crois que vous avez vos premiers essais littéraires étaient en gallois, c'est ça? Vos premiers romans en gallois? Oui, tout à fait. Vous pourriez nous dire un petit peu comment vous avez évolué en passant du gallois en anglais? Vous écrivez en français? Non. Que des SMS. Racontez-nous ce passage. En fait, j'ai étudié les lettres galloises à l'université de Suède, au milieu du pays, sur la côte ouest. Oui. C'est Colin Garachi, de l'université au bord de la mer, très célèbre d'une tradition de lettres autochtones, j'ai envie de dire. Mon héros littéraire arrivé à la chaire de langue galloise pendant des décennies. On se retrouve là-dessus. Donc, j'ai fait lettres galloises à l'université. J'ai commencé à écrire. J'ai fait un premier livre à l'université, très jeune, qui était très mauvais, mais qui a été publié quand même. Et ça m'a donné l'occasion d'écrire un deuxième. En gallois. Oui, en gallois. D'accord. Et Intermission a été écrit en anglais. Oui. D'accord. Oui. En fait, j'écris, je pense, aussi bien l'anglais que le gallois. Mais je pense que ça rejoint le truc qu'a dit Stéphanie tout à l'heure. On est là tous, enfin pour moi, cette fois-ci uniquement, là avec nos complexes d'infériorité. Et là, en quelque sorte, c'était pour voir si je l'étais capable de faire un livre en anglais. Parce que voilà, j'en ai mon expérience avec les talents de base et je pense que c'est pour ça que ça explique certaines phrases que je reverrai maintenant qui sont un peu trop écrites et qui sont trop fleuries. Oui, au niveau d'aujourd'hui. Oui, je pense que ça a dû évoluer par rapport à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diffuser mieux en France la culture galloise, l'ensemble des choses qui font que vous êtes une nation et non pas une annexe de l'Angleterre? Que peut-on faire?
C'est très compliqué à mon avis parce que c'est un peu structurel. Parce que juste à côté d'ici, on a le centre culturel de l'Irlande. Non, irlandais. Il y a des côtes, c'est pas loin aussi. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Et quand vous voyez que l'Irlande, c'est. Moi, je pense toujours que Pays de Galles, malgré le Sénat, Pays de Galles, qu'on est toujours un peuple, mais on n'est pas forcément une nation. Parce qu'on n'est pas indépendant. Donc, et moi, je suis un peu jaloux, on peut dire, que le pouvoir de l'Irlande, parce que c'est un petit pays de 5 millions et demi, je pense, c'est un grand pays, l'Irlande, le pays plutôt grand de la population. Alors, et quand je vois le pouvoir que l'Irlande a, c'est absolument vrai. Et la richesse de l'Irlande, maintenant, c'est un pays très, très, très riche. Quelque chose comme 4 fois plus riche que le Pays de Galles. Donc, pour moi, je pense que c'est très difficile de promouvoir la culture galloise tant qu'on n'est pas indépendant. Ça, c'est juste mon point de vue. Oui, donc c'est parfaitement intéressant. Je me trompe encore, mais je vois pas comment vous pouvez promouvoir une culture que le pays n'est pas indépendant. Oui, voilà, oui, exactement. Je rejoins ce point de vue. Un exemple concret, par exemple, il y a un restaurant à côté de chez moi où j'étais ravi l'autre fois de voir qu'il y avait de l'agneau IGP gallois. C'est pas un OP, mais et voilà, l'agneau gallois est considéré comme une spécialité parce que les terres galloises, avec la mer, le sel, etc., ils font en sorte que cette viande est particulièrement bonne, prisée, mais pour promouvoir rien que ça, il faut contourner l'agence de développement britannique qui ne permettrait pas. Donc, concrètement, récemment, il y a eu toute une campagne, vous parlez de l'unionisme musclé de Boris Johnson à Trump, ça consistait en partie à mettre des Union Jack sur tout. Donc, je ne vais pas parler d'une chose, on va peut-être. Ah, oui, donc c'est impossible de même un agriculteur gallois fier de produire son agneau gallois ne pourrait pas marquer sur son produit la viande galloise. Il y a un autre aspect aussi récemment. Il y a eu des accords avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour importer de la viande à bas prix et une viande qui n'est pas nécessairement de très bonne qualité. Et les malheureux Gallois qui se tuent à essayer de garder, comme chez nous, les viandes présalées, une certaine qualité de leur viande et une qualité de la façon de nourrir, d'être près de la nature et tout, ils sont laminés par ça. Parce que le prix qu'ils vont demander, évidemment, est largement supérieur à tout ce qui va arriver importé, quand c'est surgelé, dans la plupart des cas, prédécoupé, et on ne sait absolument pas comment ces animaux ont été élevés. Là, il y a de véritables choix. Oui, malheureusement, on se rend compte que vous ne pouvez pas faire ces choix. Et d'autant plus qu'il faut souligner que, puisqu'on a eu affaire aux tensions avec les agriculteurs en France, il faut ajouter qu'au Pays de Galles, avec le Brexit, les agriculteurs ont perdu les subventions de la politique agricole commune et qu'elles n'ont pas été compensées, enfin, malgré toutes les promesses du gouvernement britannique, tous les fonds européens n'ont pas été compensés. Donc, ils ont perdu une aide substantielle et doivent faire face à une nouvelle concurrence terrible. C'est exactement la même chose en Écosse avec les gens qui produisent les produits de la mer. Ils sont actuellement complètement bloqués par les tarifs d'exportation et ils n'arrivent plus à vivre. Il faut être très clair là-dessus. Ils ne pourront pas survivre. Comment le Pays de Galles va-t-il voter au Brexit? Alors, ouais, je me permets. Ça, c'est une question pour laquelle je ne prends pas position. Hein. Non, c'est très bon. C'est pour les communautés. Je préfère. C'est que ça. Alors, par exemple, là. Alors, il y a une réponse courte, mais il faudrait une réponse longue quand même, parce que c'est une question particulièrement complexe. De façon très paradoxale, le Pays de Galles, une des régions les plus pauvres d'Europe, qui bénéficie énormément de fonds européens, a voté pour le Brexit, mais pour des questions très, pas beaucoup, mais malgré tout, pour des questions très diverses, très variées,
Mais est-ce que les subventions viennent aller au peuple ou simplement à une petite élite? Ah oui, c'est sûr, mais l'Écosse aussi a voté pour le Brexit après. Contre le Brexit, au contraire. L'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté contre le Brexit. Le Pays de Galles et l'Angleterre, finalement, ont voté à peu près de la même façon. Ce qui, à l'époque, a fait dire à de nombreux spécialistes que finalement, il fallait arrêter de parler d'une identité galloise puisque les Gallois avaient voté comme les Anglais. Mais il est vrai que ce n'était pas vraiment une surprise compte tenu de la campagne qui avait été menée, du manque de couverture médiatique au Pays de Galles, c'est-à-dire qu'il y a très peu de médias gallois. Et puis, il y avait aussi un vote contestataire à l'époque contre le gouvernement. Enfin, il y a un ensemble de raisons qui ont pu faire que le Pays de Galles a voté pour le Brexit. Mais c'est tirer une balle dans le pied, parce que, le professeur Richard Wynne-Jones, qui est Wales Governance Center à Cardiff, qui étudie beaucoup toutes ces questions-là, a publié très vite un article intitulé « Mais pourquoi le Pays de Galles s'est-il tiré une balle dans le pied ?» Voilà, Why did Wales shoot itself in the foot? Parce que vraiment, c'était un paradoxe complet dans la mesure où le Pays de Galles a perdu de nombre. Alors, perte des aides et perte de marché, puisqu'il faut savoir que le Pays de Galles, la majorité des produits gallois étaient exportés vers l'Union européenne. Et notamment la France. Donc, je suis d'accord avec ça. Je pense aussi qu'il y a une différence au niveau de. Comment on peut arranger ça? Encore plus sûr. par l'indépendance. Ouais, non, mais de la manière la plus sûre de le faire, c'est pas la. Non. C'est d'ailleurs un des arguments du Parti nationaliste en disant devenir indépendant nous permettra de revenir dans l'Union européenne. Comme pour l'Écosse. Mais l'Union européenne n'a pas empêché les Gallois d'être tellement pauvres. Moi, je pense que l'Union européenne n'a rien fait pour la majorité des Gallois. Pour une partie, oui, bien sûr. C'était un des arguments de campagne en disant que l'Union européenne n'avait servi à rien. Aux gens, aux petites gens, non. Que l'Union européenne avait permis de construire des gymnases, des autoroutes, mais n'avait pas donné de l'emploi. Une question? Oui, vous dites que le Pays de Galles est une région plutôt pauvre, avec 3 millions d'habitants. Chose que je n'avais pas évoquée, c'est dans quelle mesure c'est subventionné par le reste du Royaume-Uni. Et est-ce que du coup, le Pays de Galles, par rapport à tout ce que vous avez cité, a les moyens de ses ambitions ou est fortement dépendant de Westminster et du coup ne peut pas agir, même financièrement, à hauteur de ses ambitions? Alors, peut-être répéter la question pour ceux qui sont en vidéo, s'ils n'ont pas bien entendu. La question porte sur les moyens financiers du Pays de Galles et dans quelle mesure le Pays de Galles a les moyens de ses ambitions. Sa dépendance par rapport et sa dépendance par rapport au gouvernement britannique, en tout cas, le reste du Royaume-Uni. Alors, oui, le gouvernement gallois est dépendant du gouvernement britannique qui lui octroie, enfin le Parlement britannique lui octroie chaque année une enveloppe budgétaire globale, ce qu'on appelle le block grant, c'est-à-dire une enveloppe globale, et libre aux institutions galloises de dépenser cette somme comme bon lui semble. Et sachant que pour tous les domaines dévolus, tels que la santé et l'éducation, si le gouvernement britannique décide d'augmenter les dépenses du coup pour l'Angleterre, il y aura une rallonge également pour le Pays de Galles pour ces domaines dévolus. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Non seulement c'est très compliqué, c'est extrêmement opaque aussi. Donc, je ne pense pas, si on dit que le postulat de base, c'est que le Pays de Galles est trop pauvre pour être dedans, ça, c'est un postulat qui, à mon sens, a un contenu idéologique aussi. Parce qu'il y a d'autres études qui ont montré que, en termes de recettes par rapport aux impôts, que le Pays de Galles était net Contributeur net. Merci. Après, par rapport à. En fait, l'économie n'est pas une vérité, c'est une idée. Je pense que si vous parlez d'une carte mondiale et de budget, etc., je vais parler non seulement de ce qui existe, mais ce qui n'existerait pas. Donc, par exemple, les contributions massives de la position galloise, du gouvernement gallois à la défense nucléaire britannique,
ce serait une question à poser. Donc, il y a des milliards qui vont Oui, dans ce sens. et puis c'est vrai qu'il y a des partisans de l'indépendance, et c'est un argument qu'on peut entendre aussi, qui partent du principe qu'il y a de nombreux pays indépendants qui sont encore plus pauvres. Enfin, c'est-à-dire que l'argument de la pauvreté comme obstacle à l'indépendance, pour certains, n'est pas recevable, on peut l'entendre, pour toutes les raisons que Wade vient d'évoquer, mais aussi le fait que, voilà, il y a des tas de pays dans le monde qui sont, alors, un critère, mais en tout cas qui sont largement plus pauvres sur le papier que le Pays de Galles, qui sont malgré tout indépendants. Et effectivement, un Pays de Galles indépendant aurait certainement accès à de nouvelles ressources. J'ai très rapidement parlé des pouvoirs fiscaux, par exemple, du Parlement, mais c'est très très difficile de les utiliser. Le pouvoir d'emprunter de l'argent aussi est très compliqué. Et donc, ça signifie que ce sont des obstacles aux ambitions aussi du Parlement gallois. C'est la question financière, vous avez raison. Et il faut savoir aussi que le Pays de Galles, pendant longtemps, les règles ont changé, mais restent très opaques, hein, comme vous dites. Pendant très longtemps, le Pays de Galles a été doté en fonction du nombre d'habitants et non pas en fonction de sa situation économique. Donc, il était doté de la même façon que l'Écosse, en fonction du nombre d'habitants. Et donc, beaucoup de personnes disaient que l'Écosse était surdotée et que le Pays de Galles était sous-doté. Donc, il y a eu une réforme du système, mais c'est toujours le cas. Donc, effectivement, c'est très compliqué parce que le Pays de Galles a très peu de moyens d'avoir de l'argent par lui-même et d'obtenir de l'argent par lui-même. Et donc, il déploie de l'argent pour Je veux dire, maintenant que le charbon a été enlevé totalement, il n'y a plus de charbon, on n'a plus de moyens de financer nous-mêmes le pays. Comment est-ce que vous voyez l'avenir industriel du Pays de Galles? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses, on a lu qui sont en France, un peu partout, des romans qui tournaient autour de quelle était Vecma Valley, etc. Comment voyez-vous l'avenir industriel du Pays de Galles? Il n'y en a pas. On peut poser le même question de la France. C'est que la chef maintenant pour tout le pays. Je voyais l'indépendance comme les Corses, par exemple. Pas l'indépendance, je voyais l'autonomie, pardon. Pas l'indépendance. C'est ce que font les Corses à l'heure actuelle. C'est pas tout à fait la même chose. Je veux l'autonomie, je veux pas l'indépendance. Oui, oui, parce que ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est la carrière aussi. Comme la nouvelle. Comme vous voyez, avec les aciéries de Port Talbot qui va bientôt fermer, mais qui va fermer d'ici 34 ans, on voit qu'il n'y a plus d'industrie au Pays de Galles. C'est fini ça, parce que je pense qu'avec le nouveau four, c'est combien? Juste 500 personnes, quelque chose maximum. Donc, et le problème, c'est aussi vous avez tous les emplois à Port Talbot, qui étaient déjà des gens qui étaient plutôt pauvres, mais avec toute la chaîne derrière, ça va être absolument catastrophique pour Pays de Galles. Parce qu'on va faire l'autoroute, vous allez vers l'ouest, après Cardiff, vous avez Bridgend, et après Bridgend, entre Bridgend et Swansea, c'est que Port Talbot. C'est absolument énorme, cette site. Et le fait que ça va fermer, c'est pas fermer, excusez-moi, que va réduire la taille d'ici 5-6 ans, ça va avoir un effet catastrophique pour le sujet. Mais on peut envisager, en fonction de ce que vous dites, on peut envisager un effort absolument massif au niveau de l'éducation pour former des gens à des techniques contemporaines, des technologies qui vont leur permettre de changer la nature de la production industrielle, ou tout au moins la face de l'économie. Je pense que c'est des questions transnationales. Mais est-ce qu'on peut envisager ça? Après, il faut former les gens et les garder. Voilà. C'est-à-dire qu'ils restent au Pays de Galles. C'est-à-dire que oui, tous les absolument. Je pense qu'on peut se laisser à peu près du Pays de Galles cynique et triste, mais je ne suis pas sûr qu'il soit décidant pour une affaire. Comme tu dis, et comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, ce fait partie travailliste qui est à la tête d'un pays qui a été formé et qui contrôle un pays qui n'existe plus. Et que le charbon, l'acier, tous ces
parle pas de colonisation ou pas forcément de mettre sur le mot sur la chose, mais on parle de ces extractions massives de ressources premières d'un site, tout un pays, où les profits allaient ailleurs, ils n'allaient pas dans les communautés qui travaillaient ces terres. Et maintenant que tout ça c'est fini, qu'est-ce qui va rester? Il y a pas, ça fait 40 ans, ça fait depuis l'ère Thatcher, les fermetures massives des mines de charbon, qu'on pose la question dans cette partie particulière de ce coalfield, qu'est-ce qui va remplacer le charbon? Ça fait 40 ans que 40 ans pour regarder. C'est des gouvernements successifs, que ce soit Les mines. La population est en baisse au Bénin? La Non, population c'est pas ça, en fait. Après, vous avez le même problème en France. Vous avez dans le nord de la France, vous avez exactement le problème à Roubaix. Et donc, c'est pas unique au Pays de Galles. Vous avez la même chose dans Yorkshire, dans le nord-ouest d'Angleterre, et pareil en Écosse. Donc, c'est vraiment pas unique pour le Pays de Galles, mais c'est juste qu'au Pays de Galles, pendant des décennies, le charbon était le moteur de l'économie. le Pays de Galles, c'est vital. Oui, toute la... Oui, bien sûr. Question la seule chose de revenu. Oui, et pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est unique à cette partie du monde, c'est capital. C'est pas exactement, on peut parler des diversités linguistiques et culturelles en France. Dans la France, il y a des dizaines de langues minoritaires, des cultures minoritaires en France. Mais dans la France telle que c'est aujourd'hui, la situation au nord de la France n'est pas la même que la situation mondiale. On peut se discuter. Après, la discuter. Alors, du point de vue de l'écriture, Owen, que faites-vous? Que préparez-vous en ce moment? Décrivez donc toujours en anglais. Je termine sur les mineurs, regarde. Il va falloir faire l'inauguration, le lancement ici. Voilà. Je le sens. C'est 6%. Oh, il me reste un bon bout à faire. D'accord. Mais c'est pas juste pour. C'est un peu historique, mais c'est pas germinal. D'accord. Vous allez publier d'abord en Grande-Bretagne. Je vais essayer de publier d'abord en gallois si je peux. D'accord. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit en gallois et ça m'a manqué. Et en fait, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir qui n'est pas comme écrire en anglais. On a vraiment le sentiment d'être écrivain quand on écrit. Je ne pas. Non, mais je ne peux pas savoir comment c'est être écrivain dans les langues que je connais. Mais j'ai plus l'impression d'être écrivain quand j'écris en gallois que quand j'écris en anglais. C'est votre langue maternelle, le gallois. C'est plus la relation à la langue elle-même et à l'évolution de la langue, c'est-à-dire toute une histoire de modernité dans tous les sens du terme qui a été absorbée par l'anglais, cette langue universelle qui est en train de remplacer le français, la langue France, en quelque sorte. Cette langue est trop facile, trop lisse, trop... Alors que le gallois, alors, il va falloir que avec Thierry, la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est demandé, pour cette soirée particulière, si nous n'allions pas faire un atelier en langue galloise. Vous avez eu chaud, hein. Parce que c'est quand même une langue d'une grande complexité. Et en fait, on avait renoncé à ce projet et quand j'ai su que Owen pouvait nous rejoindre, on a laissé tomber l'idée de l'atelier en langue galloise. Voilà. Est-ce qu'on a bien fait? Et si vous voulez pour après, Owen aussi, avec cette disponibilité. D'accord. Il a une question. Est-ce que le gallois, si on rapproche du breton? Oui, c'est ça. Le même racine. Les Gallois, j'ai compris qu'en fait, c'est l'éthique, il y a des délégations galloises.
Oui. à Brest. Non, c'est Lorient. Lorient, oui. Donc, il y a et comme avec la Galice espagnole, c'est la même, les Galiciens du nord de l'Espagne, ce sont des Bretons. C'était aussi ils ont quelque chose qui ressemble aux Bretons et aux Belges. Je suis pas spécialiste. Est-ce que vous comprenez quand vous parlez breton et gallois? À l'oral, difficilement. Mais en fait, à l'écrit, un peu plus, oui. Plus le registre en termes de vocabulaire est essentiel, j'ai envie de dire, plus il y a des chances que les mots soient exactement les mêmes. Comme le pain, Pain, rivière. le vin, la chose essentielle. Essentiel. Et il me semble, sans vouloir dire de bêtises, je ne suis pas spécialiste de la langue, il me semble que la musique de l'hymne breton est la même que l'hymne gallois. Ça, c'est vrai. C'est vrai, oui, parce qu'à le stade de René, le hymne, c'est Voilà. Ça fait un rajout, ça c'est plus récent. Oui, oui. Ça a été calqué C'est intéressant. délibérément sur le Proximité. gallois. Et au Havre, c'est God Save the Queen. En fait, c'est la vérité. Oui, la chanson qui te fout le Havre, c'est God Save the Queen, mais avec les paroles en français. La musique est bien faite. Est-ce qu'on Il peut est dégoûté quand je Oui, oui, si vous permettez. Est-ce qu'on peut envisager une nouvelle étape de la dévolution vis-à-vis du Pays de Galles? Est-ce que, par exemple, le Parti travailliste britannique et son leader Starmer ont une politique spécifique sur le Pays de Galles, au-delà de la question de la dévolution? Alors, du côté gallois, l'étape suivante qui est demandée de plus en plus, enfin depuis quelques années, c'est l'autonomie du point de vue juridique, c'est-à-dire, enfin, là on rentre dans des questions un peu complexes, mais aujourd'hui, le Royaume-Uni est divisé en trois entités, enfin trois juridictions. Donc l'Écosse est une juridiction à part, l'est restée au moment en 1707. L'Irlande était une juridiction à part, donc l'Irlande du Nord est une juridiction à part. Et la troisième juridiction, c'est Angleterre et Pays de Galles ensemble. Ce qui pose de plus en plus de problèmes, puisqu'on a depuis quelques années un Parlement au Pays de Galles qui peut voter ses propres lois, ce qui signifie qu'on a un corps de lois différents qui se développe de plus en plus entre l'Angleterre et le Pays de Galles dans une seule juridiction du point de vue légal. Et ce qui pose de plus en plus de problèmes. Donc, la demande aujourd'hui, et c'est notamment la demande du gouvernement travailliste gallois, c'est d'obtenir cette étape suivante qui serait la création d'une juridiction spécifique pour le Pays de Galles, différente de l'Angleterre. Donc ça, c'était pour répondre à la première partie de la question. La deuxième partie de la question sur Starmer, c'est très compliqué parce qu'en fait, alors je suis passée très très vite tout à l'heure parce que je n'avais plus de temps, mais donc il y a eu cette fameuse commission qui a été nommée, dirigée par Gordon Brown sur la commission sur l'avenir de l'Union, et le rapport de cette commission essayait de faire quelques suggestions, et notamment sur la mise en place de ce qui, selon moi, s'apparenterait à un système fédéral pour essayer de sauver l'Union. Mais pour l'instant, me semble-t-il, Keir Starmer n'a pas donné une oreille très attentive. Il a balayé un peu, oui, oh, merci pour ce rapport, très intéressant, mais en fait, il est venu à plusieurs reprises au Pays de Galles, on lui a demandé de s'exprimer de façon précise sur des mesures qu'il pourrait prendre sur la dévolution, des questions financières, sur des projets précis aussi, alors ISP2, enfin des projets d'infrastructure, etc. Et à chaque fois, il a refusé de s'engager en disant on verra plus tard. Pour l'instant, l'heure n'est pas aux promesses, etc. Pour le Pays de Galles. Donc pour l'instant, rien. Voilà. Vous l'avez évoqué un peu dans votre présentation, mais il faudrait, je ne sais pas combien de temps pour analyser la relation entre le Parti travailliste gallois et le Parti travailliste britannique. C'est fou. Comment un couteau tiré? Ça dépend des personnes, c'est entre l'indifférence, le dédain. Enfin, quand c'était Tony Blair qui était à la tête du Parti travailliste, le New Labour, c'était vraiment du mépris. La tentative d'imposer le New Labour. Et c'est là que Rob Morgan, dont j'ai parlé, a essayé de mettre en place ce qu'il a appelé le Welsh Labour. Donc, ce qui était plus proche du Old Labour, comme vous le disiez tout à l'heure. Et voilà, donc il y a eu des hauts et des bas.
Mais aujourd'hui, alors quand c'était Corbyn, il y avait vraiment là de l'indifférence totale et un détachement total en disant on l'ignore. Et de façon intéressante, les manifestes qui étaient publiés par le Parti travailliste gallois à l'époque où Corbyn était leader des travaillistes, ils n'avaient même pas droit à un avant-propos, parfois ils étaient totalement ignorés. Et là, avec Starmer, ben, on est un peu dans des demandes, on va dire, des Gallois, mais qui sont pour l'instant ignorées. Enfin, c'est silence radio. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'il va nous falloir conclure. Le Pays de Galles est la nation alors, est-ce qu'il faut y voir une force ou une faiblesse pour le Pays de Galles? Seulement, moi, je pense que c'est une faiblesse parce que c'est jamais une très bonne chance que vous avez un parti qui domine tout le temps. Parce que, comme Owen a déjà dit, Labour peut faire n'importe quoi et chaque élection, ils sont retournés au pouvoir. Donc, personnellement, je ne crois pas, même je ne suis pas forcément pour le Labour, ni pour le conservateur, mais je pense que voir un peu plus de choix à travers l'échiquier politique, ça serait une très bonne chose pour quelqu'un. De voir un contre-pouvoir. Peut-être Owen n'est pas d'accord. Je suis entièrement d'accord. Alors peut-être juste pour compléter la réponse, il faudra peut-être suivre ce qui va se passer dans les années à venir, parce que comme il y a une loi qui a été votée pour augmenter le nombre de membres du Sénat et modifier le système électoral, qui était déjà totalement opaque, qui le sera encore plus, mais qui devrait introduire encore plus de proportionnalité, donc voir peut-être l'impact pour avoir une plus grande diversité politique à suivre. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord que forcément c'est une faiblesse quand on a un parti de domination. C'est comme ça depuis 100 ans aussi. C'est ça.